Bienvenue tout le monde à notre podcast où l'on parle des questions importantes pour l'actualité et sur des sujets qui concernent toute la société. Aujourd'hui, on va parler d'une question très importante qui concerne la parentalité et la surpopulation. On va essayer de répondre avec notre invité. On va essayer de répondre la question suivante. Le contrôle parental est-il utile pour résoudre le problème de la surpopulation? Bon, Amélie, s'il vous plaît, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Amélie Dupont, j'ai 32 ans et je suis sage-femme française et je ne représente aucun collectif. Je parle aujourd'hui simplement en tant que professionnelle de santé avec une expérience concrète de la planification familiale, des droits reproductifs et et de l'accompagnement et des familles. Je défends une approche responsable, informée et volontaire de la planification familiale au service du bien-être collectif. Samira, s'il vous plaît, présentez-vous. Euh, Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samira et j'ai 39 ans. Je suis sociologue et spécialiste des droits humains et j'ai étudié à l'université Mohamed V de Rabat et la sociologie. Puis j'ai obtenu un master en bioéthique et politique sociale à l'université Paris-Descartes. À mon avis, le contrôle de la parentalité est une mesure injustifiée et profondément dangereuse car elle porte atteinte à la liberté individuelle et à l'égalité des droits. Et Hugo, présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Hugo Pierre. Je suis français, j'ai 50 ans. Je suis professeur de philosophie sociale à l'Université de Paris et je suis un expert indépendant. Mon domaine d'expertise, c'est celui de l'éthique publique, les politiques familiales, l'autonomie individuelle et la philosophie sociale. Je suis né à Grenoble et j'ai consacré ma carrière à l'étude des politiques sociales et familiales. Je suis actif dans des médias et colloques universitaires pour défendre une approche humaniste et non coercitive de la famille. J'ai un diplôme d'un doctorat en philosophie politique et je m'oppose clairement à toute forme de contrôle de la parentalité qui vise à limiter les naissances en d'une prétendue surpopulation. Ce type de mesure est inefficace, injuste et contraire aux libertés fondamentales. Bon, merci. Finalement, moi, je m'appelle Steven Williams, je suis américain et j'ai 37 ans. Je suis démographe de profession et mes domaines d'expertise sont la démographie, la planification familiale et le développement durable. J'ai étudié aux États-Unis et après, j'ai fait un master en démographie et dynamique sociale à l'université Paris 1. Et à mon avis, la planification familiale et le contrôle de la parentalité sont des questions essentielles pour pouvoir faire face aux questions de la surpopulation. Bon, d'abord, Hugo, qu'est-ce que vous pensez par rapport à la question de la surpopulation? Par rapport à la surpopulation, Oui. à mon avis, il n'existait pas réellement une surpopulation. Et de nombreux démographes soulignent que démographe comme vous et cher Steven, souligne que la population mondiale ralentit déjà fortement. Le problème majeur n'est pas le nombre d'humains, mais la concentration des richesses et les modes de consommation. Plusieurs régions du monde se dirigent vers
un déclin démographique, ce qui pose davantage de risques qu'un excès de natalité. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, Hugo, parce que il est très facile de voir tous les cas, tous les exemples des pays les plus pauvres, par exemple en Indie et en Afrique. On voit, euh, on voit qu'on se trouve face à une situation préoccupante. Par exemple, tous les enfants n'ont pas la même opportunité d'obtenir une éducation, de s'éduquer à l'école ou d'accéder à à des soins médicaux parce que il y a trop de personnes. On n'a pas d'espace, des infrastructures. Il faut faire un règlement. Il faut réduire le nombre de gens. Il faut améliorer la planification, s'occuper des gens qui existent déjà et ne pas penser à amener de plus en plus d'enfants dans le monde. Je crois, Hugo, que c'est complètement faux ce que vous dites sur l'inexistence de la surpopulation. Et les Philippines a augmenté en 5 millions d'habitants en 71. Et donc, le contrôle parental concerne sans doute la meilleure gestion des services publics. Et, dans ce cas, les autorités ont déclaré que certaines écoles publiques accueillent jusqu'à 70 élèves par classe, ce qui avait un impact direct sur les conditions d'apprentissage. Et donc, le gouvernement a expliqué que la baisse progressive du taux de fécondité, et notamment grâce à la planification familiale, permettrait de réduire la taille des classes, de diminuer l'abandon scolaire et d'augmenter l'investissement par élève. Et c'est un exemple très clair de la manière dont un contrôle démographique peut contribuer à rendre les services publics plus accessibles et plus efficaces. Je suis pas d'accord avec vous et parce que je crois que la régulation de la parentalité constitue une attente directe à la liberté individuelle et au droit des femmes à disposer de leur corps, c'est-à-dire restreindre le droit d'avoir des enfants revient à transformer la parentalité en un privilège accordé par l'État plutôt qu'un droit fondamental. Et l'histoire a montré que ces mesures débouchent souvent sur des violations massives des droits humains. Et l'exemple le plus emblématique est celui de la politique de l'enfant unique en Chine. Et pendant plusieurs décennies, des millions de femmes ont été soumises à des avortements forcés, à des stérilisations non consenties et à une surveillance reproductive constante. Ces dérives démontrent que le contrôle étatique de la reproduction menace directement la dignité et l'intégrité des personnes. Je suis totalement d'accord avec vous, Samira. Et par rapport au ce qui Steven et Amélie ont dit, et, premièrement, Steven, vous avez mentionné l'idée de le manque de ressources. Mais le véritable enjeu est la redistribution des ressources. La planète produit suffisamment pour nourrir tout le monde. C'est l'inégalité, pas le nombre d'êtres humains, qui génère la pénurie. Contrôler la parentalité déplace le débat au lieu de corriger les structures économiques injustes. On fait baisser la responsabilité sur les familles. Et par rapport à ce qui vous avez mentionné, et Amélie, c'est l'idée d'un problème de santé. Est-ce que c'est ça ou non? Et c'était sur la crise d'éducation et les enfants. Ah, vous avez mentionné un cas très spécifique. C'est ça. Vous avez le cas des Philippines. C'est un cas exceptionnel.
c'est pas la norme. Il faut au contraire favoriser la natalité. Dans une majorité des pays, le taux de fécondité est trop bas. Et donc, c'est trop bas pour assurer le renouvellement des générations. Favoriser la natalité n'est pas contraire à la responsabilité écologique. Il s'agit de construire des sociétés durables, solidaires et égalitaires, pas de réduire le nombre d'enfants. La vitalité démographique est essentielle. Je ne suis pas d'accord avec toi, Hugo, parce que, en premier lieu, je suis d'accord avec toi et avec ce que vous dites. Il faut améliorer la distribution des ressources, mais il faut également considérer et promouvoir la responsabilité parentale, parce que avant de penser à l'idée d'avoir un enfant, il faut être sûr, en tant que parent, que vous aurez les ressources par par tes propres moyens. Vous ne pouvez pas espérer ou attendre que quelqu'un qui ne te connaît pas va arriver chez toi et va te donner tous les aliments. Vous devez être sûr que vous aurez les moyens nécessaires pour élever et pour donner des aliments pour tes enfants. Et également, par rapport à ce que tu dis, Samira, je pense que vous parlez de la liberté des corps des femmes, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec la nécessité de promouvoir l'éducation sexuelle et tout ça. Parce que euh, je suis sûr que avec la quantité de personnes qu'on a aujourd'hui, on est bien. Et jamais je, je vais obliger à une femme à avorter. Je veux seulement que les parents soient sûrs et ont la responsabilité nécessaire. Je crois, Samira et Hugo, que la prévention des crises humanitaires est plus importante que la liberté individuelle. Et Hugo veut ignorer complètement que dans certaines régions du monde, notamment celles exposées à la sécheresse et à la instabilité politique ou à un manque de ressources naturelles, une croissance démographique rapide peut aggraver des situations déjà fragiles. Et dans le Niger, et il y a un taux de fécondité près de 7 enfants par femme et des ressources très limitées. Et donc, les pays font face à des crises alimentaires répétées. Et selon les Nations Unies, et la pression démographique joue un rôle central dans la dégradation des terres et à la dépendance aux importations et à l'augmentation des risques de famine. Je crois que accuser la croissance démographique de provoquer la pauvreté ou l'instabilité revient à simplifier un problème beaucoup plus complexe. Ce ne sont pas les familles nombreuses qui créent les crises, mais la manière dont les ressources sont distribuées et gérées. Dans de nombreuses régions d'Afrique du Nord, par exemple, la quantité de ressources naturelles est loin d'être insuffisante. Ce qui pose le problème, c'est leur accaparement par une minorité, la corruption institutionnelle et le manque d'investissements sociaux. On retrouve ces phénomènes à l'échelle mondiale. Selon plusieurs rapports internationaux, 10% de la population mondiale consomme plus de 50% de ressources, tandis que 2 millions de personnes vivent dans la précarité. Blâmer la population revient donc à ignorer les véritables responsables.
Je ne vais pas vous répondre, Amélie, parce que les chiffres que Samira vient de dire sont suffisants pour démontrer les points. Et par rapport à ce que vous avez dit, Steven, le soutenir que seules les familles essaient devraient avoir le droit ou la légitimité d'avoir des enfants revient à instaurer une hiérarchie de valeurs entre les individus, fondée uniquement sur leurs ressources financières. Cela transforme la parentalité en un privilège économique reconnu par de nombreux textes internationaux. Pardon, un privilège économique alors qu'il est un droit humain fondamental, ce qui est reconnu par de nombreux textes internationaux. Une telle logique discrimine directement les familles issues des milieux populaires, les stigmatise et perpétue l'idée que leur existence serait moins légitime ou moins souhaitable. Cette position repose sur une vision extrêmement réductrice. Oui, peut-être, mais si vous aurez un enfant et vous ne disposez pas des ressources nécessaires, comment est-ce que vous ferez pour attendre ou obtenir les ressources? Est-ce que vous lui direz non, c'est mon liberté d'avoir un enfant? Est-ce que vous ne comprenez pas les problèmes complètement, je pense, parce que oui, peut-être on établit euh, la possibilité d'avoir un enfant comme un privilège, mais la vérité, c'est comme ça. Euh, Toutes les personnes ne devraient pas être parents parce qu'on voit tous les enfants qui habitent dans les rues, qui n'ont pas de familiers, de personnes. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette situation? Tous les enfants qui grandissent dans la pauvreté extrême. Comment vous essayerez de corriger ce problème? Moi, Oui, à mon avis, il est nécessaire un peu d'intervention de la partie de l'État. Mais ce que j'étais en train de dire, l'idée principale, c'est les principes de limiter la parentalité. Pas les cas spécifiques que vous avez mentionnés, parce que c'est vrai, vous avez raison, il existe de nombreux enfants qui sont dans les rues. C'est une réalité dans tous les pays. Mais l'idée que j'ai mentionnée, c'est lié pardon, à, au principe de la parentalité. et qu'est-ce que vous voulez dire avec le principe de la parentalité? Il y a, Est-ce que vous pouvez- ok. Je vais m'expliquer une autre fois, ou d'autre façon. Et on ne peut pas limiter la parentalité, la parentalité, la possibilité des parents d'avoir un enfant et de la partie de l'État comme un principe, comme une idée générale, parce que c'est une attente contre la liberté des familles. C'est Euh, justement les problèmes que j'y pose. je crois aussi, en plus, que les politiques de contrôle démographique n'affectent jamais toutes les catégories sociales de la même manière. Donc, c'est un peu contradictoire de dire et quand que le contrôle augmente et la pauvreté, parce que ce sont toujours les populations déjà vulnérables qui en paient le prix. Et l'histoire récente le confirme. Par exemple, dans les années eh, de 1900,
90 au Pérou et des milliers de femmes quechua ont été stérilisées de force dans le cadre d'un programme prétendument destiné à réduire la pauvreté. Ces politiques ne s'attaquaient pas aux causes réelles des difficultés économiques de ces régions, par exemple le manque d'infrastructures, racisme systématique, absence de services de santé, etc., mais ciblaient les femmes indigènes considérées comme trop nombreuses. Je crois qu'en défendant la surpopulation, vous ne considérez pas l'amélioration du niveau de vie. Et lorsqu'un un pays connaît une croissance démographique très rapide et les ressources publiques doivent être réparties entre un nombre toujours plus important de personnes, et oui, les pays sont pauvres, mais vous voulez plus pauvreté et la répartition des ressources limite les investissements par individu, ce que soit dans la santé, l'éducation ou les infrastructures essentielles. Et au contraire, avec une croissance plus maîtrisée, les gouvernements peuvent assurer des meilleurs services et offrir un niveau de vie plus élevé à la population, ce qui est très, très, très important. Et par exemple, l'Inde, dès 1952, et les pays mettent en place un programme national de planification familiale, estimant que la surpopulation freinait le développement et parce que la surpopulation exerce une pression énorme sur les budgets publics. Et les autorités affirmaient alors que la démographie absorbait et les fonds destinés à l'éducation, au logement et aux infrastructures. Donc, cet exemple montre très bien que maîtriser la croissance démographique peut permettre à long terme d'améliorer de manière significative la qualité de vie et vous ne pensez pas aux, ces facteurs. Vous avez un point très, très, très bon, très valide. Je suis d'accord avec vous et également avec Samira. Mais j'ai monté ma position. Bon, merci pour donner votre point de vue. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de la question de la crise climatique? Est-ce que vous pensez que moins d'enfants signifie une empreinte écologique réduite? Par exemple, moins de consommation, moins de pollution? Parce que tous ces enfants que vous mentionnez qui doivent naître signifient plus de personnes qui vont arriver à notre planète et vont consommer plus, polluer plus. Et toutes ces personnes, il faut les éduquer. Il faut les éduquer par rapport à la préservation des ressources. Est-ce que vous pensez également que cela est une menace contre la liberté? Il faut ignorer ce problème? Les problèmes de la pollution? Oui. Mais les problèmes de la pollution, c'est à cause des grandes entreprises, pas des habitants. Oui, mais les entreprises ne produisent pas sans un objectif. Et l'objectif est clair. L'objectif est essayer de satisfaire la demande croissante des gens. Pas Les enfants nécessairement. qui veulent et à chaque fois plus de téléphones, plus de téléphones mobiles, plus des ordinateurs. Les grandes entreprises créent la nécessité d'avoir ce type de choses. Oui, c'est un exemple pour expliquer la nécessité d'éduquer et
et que les enfants, les parents qui qui vont avoir des enfants soient suffisamment responsables. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez, Amélie? Vous êtes d'accord avec ce que je dis? Et je suis d'accord avec Steven, et je crois que Hugo n'a pas une idée très claire sur ce thème. Euh, alors, est-ce que vous pensez que, par exemple, si je vous propose un exemple très critique ou extrême, est-ce que vous pensez que les délinquants, les criminels, est-ce qu'ils devraient avoir l'opportunité d'avoir des enfants si l'on considère la possibilité que ces gènes, ces mauvais gènes soient transmis? Est-ce que par rapport à ces cas critiques, vous pensez que le contrôle parental devrait être imposé ou À moi. Et bon, évidemment, si une personne est un criminel et il se trouve aux marges de la société, donc la possibilité d'avoir un enfant, c'est très minimum. comment c'est un minimum? Si cette personne se trouve et emprisonnée, je pense qu'il n'est pas possible d'avoir un enfant. Probablement, il va sortir à un moment donné, il va sortir et il Ah, va ok, ok. vivre sa vie qu'il a perdue en étant en prison. Et il faut les éduquer, il faut contrôler que ce genre de personnes se reproduisent et son espèce de criminel euh, soit perpétuée. Je crois que Il faut Steven effacer est... de la face de la terre ce type de personnes. C'est Je pourquoi crois je que pense qu'il faut les éduquer et il faut réaliser une planification familiale. Je crois que Steven a mis un cas très extrême et le débat a tourné quelque chose de profond. Donc, je crois que c'est bien qu'on finit et maintenant. Et je vous remercie pour participer dans ce débat. Et, Non, et vous ne pouvez pas C'est le ignorer podcast, tout c'est le fait. podcast de Vous ne Steven, pouvez c'est le pas podcast de ignorer la Steven. vérité. merci, Steven. Non, non, vous êtes toutes contre moi.